Dans une tente médicale dressée à la hâte au nord du Burkina Faso, le temps semble suspendu autour des brancards. Le souffle d'Ismaël s'accroche à la poussière rouge du Sahel, tandis que les échos lointains des tirs s'éteignent peu à peu, comme un orage qui s'éloigne. Face à ce jeune soldat, Ibrahim Traoré se penche, président en treillis devant un simple fils du pays, qui se vide lentement de son sang. Que reste-t-il vraiment du pouvoir lorsque le regard d'un mourant oblige un chef d'État à prouver que chaque vie compte encore? La scène qui s'est déroulée dans cette tente ne relève pas seulement de l'émotion brute, elle ouvre une question essentielle sur ce que signifie réellement mener un pays plongé dans un conflit qui consume ses jeunes. Car comprendre ce moment, c'est comprendre l'enjeu décisif, la survie morale d'une nation, cette ligne fragile qui sépare un État qui protège ses soldats d'un État qui se contente de les envoyer mourir loin des caméras. Si la promesse faite à Ismaël devait être rompue, le lien de confiance entre les combattants et leurs dirigeants se fissurerait, entraînant un coût invisible mais immense. Moins d'engagement, moins de sens, moins de foi dans la mission. Et pourtant, au cœur de cette tension, quelque chose d'autre se joue aussi. La manière dont cette histoire pourrait modifier l'idée que les Burkinabés se font du courage politique, tout particulièrement lorsque le nom d'Ibrahim Traoré résonne dans les conversations chargées à la fois d'espoir et d'attente. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'au moment même où Ismaël luttait pour rester conscient, un message radio interne signalait que plusieurs unités voisines avaient elles aussi subi des pertes sévères, révélant une intensification soudaine des attaques dans le nord du pays. Et pourtant, malgré cette dégradation rapide, 3 accrochages majeurs en moins de 24 heures selon les rapports de terrain, un détail précis allait modifier tout le récit. Ismaël avait demandé expressément à voir son commandant en chef, et cela changeait la logique habituelle d'une visite présidentielle. Cet éclaircissement transforme la scène. Elle n'est plus seulement un moment de compassion, mais le nœud d'une chaîne de causalité beaucoup plus large, celle où les décisions prises sous une tente médicale peuvent influencer l'état d'esprit de milliers de soldats déployés le long de la frontière. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter brièvement à la situation dans laquelle le pays se trouvait. Les offensives s'étaient multipliées, les autorités tentaient d'unifier des zones longtemps fragmentées et les forces armées jonglaient entre manque d'équipement, pression internationale et attente d'une population de plus en plus consciente des sacrifices consentis par la jeunesse. Dans ce contexte, chaque geste présidentiel devenait un message politique, chaque présence sur le terrain, une déclaration implicite sur la valeur accordée aux vies des soldats. C'est justement ici que la figure d'Ibrahim Traoré réapparaît avec un poids particulier. Pour de nombreux jeunes combattants, il représentait un symbole de rupture avec des années de distance protocolaire entre dirigeants et troupes. Lorsqu'il s'agenouilla à côté d'Ismaël, ce geste, simple en apparence, résonna comme la validation d'un principe rarement appliqué. Un commandant n'est pas seulement celui qui ordonne, mais celui qui se montre quand tout vacille. Et c'est cette compréhension, pas seulement la scène elle-même, qui commence à expliquer pourquoi ce moment allait devenir un point d'inflexion pour l'armée et pour tout le pays. Dans les heures qui ont suivi la mort d'Ismaël, ceux qui se trouvaient près de la tente ont raconté un détail que beaucoup ont négligé. Un jeune caporal, témoin direct de l'échange, avait murmuré que rien ne serait plus comme avant dans son unité. Ce soldat, appelé Yacouba, devint malgré lui le fil conducteur permettant de comprendre l'impact immédiat de la scène. Il connaissait Ismaël depuis l'entraînement initial, partageait avec lui les patrouilles les plus éprouvantes et savait combien ce dernier croyait à la promesse d'un Burkina Faso souverain. Lorsqu'il vit Ibrahim Traoré s'agenouiller, il ne perçut pas seulement un président, il vit un officier qui refusait d'être placé au-dessus des hommes qui se battaient pour lui. Ce geste relayé à voix basse entre les tentes puis entre les unités modifia subtilement l'atmosphère. Plusieurs soldats affirmèrent qu'ils comprenaient mieux pourquoi ils tenaient leur position, même lorsque les pertes semblaient trop lourdes pour un moral déjà fragilisé. Dans les heures suivantes, les équipes médicales rapportèrent que des blessés, jusque-là silencieux, demandaient s'il était vrai que le commandant en chef était venu lui-même dire adieu à un simple
simple soldat. Yacouba, devenu témoin privilégié sans l'avoir choisi, traduisit ce moment en mots simples lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait ressenti. On se bat mieux quand on sait qu'on compte, et cette phrase résumait ce que beaucoup, incapables de formuler leurs propres émotions, pensaient déjà sans l'admettre. C'est ici que se dessine le véritable so what de l'histoire. La confiance change la façon de se battre. L'enchaînement des faits commence réellement quelques heures avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré sur la base avancée. Une patrouille venait d'être visée par une embuscade particulièrement violente, menée selon les premiers rapports par un groupe armé opérant autour d'un corridor forestier déjà réputé dangereux. Le véhicule d'Ismaël avait été touché en premier, projetant l'unité dans un chaos immédiat. Tirs croisés, fumée dense, communication brouillée, nécessité de dégager les blessés sous la menace. Ce fut dans ce tumulte que ses camarades réussirent à le ramener vers la zone d'évacuation alors que son état se dégradait rapidement. Le transfert vers la tente médicale fut une course contre la montre. Les infirmiers de terrain tentèrent de stabiliser la blessure abdominale, mais la perte de sang restait trop importante. Les minutes s'écoulaient, lourdes, ponctuées des bruits du groupe électrogène et des ordres secs échangés autour du brancard. Quand la nouvelle selon laquelle Ismaël demandait expressément à voir le président circula, personne n'y crut vraiment d'abord. La demande semblait irréalisable, presque irréelle dans le contexte d'une base en alerte. Pourtant, à la surprise de tous, l'ordre fut confirmé. Ibrahim Traoré arrivait. Son déplacement changea l'énergie du camp. Des officiers reconfigurèrent la zone en urgence. Des patrouilles supplémentaires furent déployées pour sécuriser le périmètre et la rumeur se répandit d'un abri à l'autre. Les soldats les plus jeunes, ceux qui n'avaient jamais vu un chef d'État en zone de combat, observaient autour d'eux comme si un événement improbable venait d'être déclenché. Lorsqu'il entra dans la tente, le bruit se dissipa presque instantanément. Les témoins racontent que même les infirmiers cessèrent un instant de bouger, ne serait-ce que pour comprendre ce qui allait suivre. Ce qui se produisit ensuite appartient désormais à cette chronologie extrêmement précise. L'approche lente du président vers le brancard, la reconnaissance immédiate dans le regard d'Ismaël, la pression de leurs mains qui se serrent, les mots arrachés à la douleur pour transmettre un dernier souhait. La montée dramatique atteignit son sommet lorsqu'Ismaël, dans un souffle presque brisé, formula son message, dire à sa mère et à ses sœurs que son sacrifice n'était pas vain. L'échange était simple, mais il portait la gravité de ceux que l'on ne peut pas trahir. Puis vint la retombée, lente et inévitable. Les membres de l'équipe médicale, qui tentaient encore de prolonger le temps, comprirent que le moment final approchait. La respiration d'Ismaël devint plus espacée, son regard se fixa un instant sur celui d'Ibrahim Traoré, comme pour s'assurer qu'il avait été entendu. Et quelques minutes plus tard, le camp retomba dans un silence que seul le vent du Sahel osait traverser. Le décès fut annoncé sans cérémonie, comme c'est souvent le cas dans une zone de guerre. Mais cette fois, le protocole habituel se fissura. Le président resta près du corps, genoux au sol, mains toujours posées sur celles du soldat. Cette image non filmée, mais racontée par ceux qui étaient présents, devint la première pierre d'un récit qui allait se propager au-delà de la base, au-delà même des frontières. Ce déroulé brut, sans embellissement, constitue la ligne d'impact principale. Tout ce qui viendra ensuite, décision politique, réaction publique, critique, hommage, naîtra de ces minutes où une promesse fut faite et où un pays entier allait devoir en porter le poids. Au départ, les rapports internes faisaient état de 3 accrochages significatifs dans la même zone au cours des 24 heures précédant l'embuscade, un niveau d'activité déjà supérieur à la moyenne mensuelle des incidents recensés. Mais après la mort d'Ismaël et la décision d'Ibrahim Traoré de se rendre personnellement à Bobo Dioulasso, un changement notable apparut dans les données collectées auprès des unités. Le taux de volontaires pour les missions à risque augmenta d'environ 18% selon les officiers responsables des effectifs. Cette progression, modeste en apparence, révélait une dynamique inattendue. Les soldats interprétaient la présence du président comme une reconnaissance directe de leurs valeurs. Un deuxième indicateur se manifesta dans les jours qui suivirent. La fréquence des signalements spontanés provenant des patrouilles de nuit augmenta d'1 tiers, alors que ces relèvements étaient
traditionnellement irrégulier, faute de motivation ou de confiance dans la chaîne hiérarchique. Les analystes militaires y virent l'effet immédiat d'une remontée du moral, phénomène difficile à quantifier, mais essentiel pour réduire les zones aveugles dans les opérations contre les groupes armés. Chaque signalement supplémentaire signifiait potentiellement une embuscade évitée ou un corridor mieux surveillé. Le troisième élément chiffré venait des centres de recrutement. Les préinscriptions enregistrèrent un bond évalué par certains responsables à près de 40%, une hausse jugée exceptionnelle pour une période aussi courte. Cette donnée fut interprétée comme la traduction directe de ce que représentait désormais le nom d'Ibrahim Traoré dans l'imaginaire de nombreux jeunes, l'idée qu'un pays pouvait encore être défendu avec dignité et que les sacrifices ne seraient ni invisibles ni anonymes. Cette poussée ne provenait pas de campagnes institutionnelles, mais de conversations, de messages échangés, de vidéos filmées sur de simples téléphones. À ces chiffres s'ajoutaient des observations qualitatives qui confirmaient la tendance générale. Les commandants de compagnie signalaient que les briefings se déroulaient avec une attention accrue, que les plaintes opérationnelles diminuaient et que les retards sur les rotations matinales reculaient sensiblement. Même les unités les plus isolées rapportaient qu'elles s'étaient senties, vues, impression rarement évoquée auparavant. Il faut comprendre que dans toute armée confrontée à un conflit de longue durée, la cohésion dépend autant des équipements que des gestes symboliques. Ces chiffres, loin d'être anecdotiques, montraient comment un moment vécu dans une tente pouvait modifier, même temporairement, les dynamiques d'un front instable. Et si certains observateurs pensaient que cette hausse d'engagement n'était qu'un pic émotionnel, d'autres y voyaient au contraire une correction, le retour d'une confiance longtemps érodée par des années de pertes mal expliquées et de décisions impopulaires. Ce basculement, chiffré et ressenti, créa un terrain nouveau sur lequel la suite de l'histoire allait se construire. Car lorsque les soldats constatent que leur commandant en chef tient parole, même dans les circonstances les plus périlleuses, l'effet n'est jamais simplement symbolique. Il redéfinit les rapports de force internes et il oblige l'institution tout entière à reconsidérer ses propres marges d'action. Deux lectures opposées émergèrent presque immédiatement après la visite du président à la famille d'Ismaël. La première soutenait que le geste d'Ibrahim Traoré représentait une forme rare de responsabilité personnelle dans un contexte où les dirigeants se tiennent d'ordinaire à distance des pertes humaines. Pour ceux qui défendaient cette vision, la scène n'était pas un calcul politique, mais l'extension logique d'un engagement déjà observé, manger les mêmes rations que les soldats, dormir dans les mêmes postes avancés et apparaître sans caméra dans des zones où la plupart des chefs d'État ne se rendent jamais. Cette cohérence rendait l'acte crédible aux yeux de nombreux militaires, convaincus qu'un dirigeant capable de pleurer la mort d'un simple soldat ne cherchait ni l'image ni le protocole, mais une deuxième lecture tout aussi structurée voyait les choses autrement. Selon ses détracteurs, tout geste présidentiel, quelle que soit son intention intime, reste un outil politique dès qu'il atteint le domaine public. La visite à une famille endeuillée, surtout dans un climat de pression internationale et de critiques internes, pouvait être perçue comme une mise en scène destinée à renforcer une figure déjà auréolée de symbolisme révolutionnaire. Certains acteurs extérieurs au pays affirmèrent eux-mêmes que cette décision risquait de détourner l'attention des questions structurelles, équipements insuffisants, lignes de front instables, tensions géopolitiques autour du Burkina Faso. Pour répondre équitablement à ces deux positions, il faut revenir aux faits stricts documentés dans la scène initiale. La demande venait d'Ismaël lui-même, formulée dans ses derniers instants. La promesse fut faite dans une tente où aucun dispositif médiatique n'était présent et la visite à Bobo Dioulasso se déroula sans cortège public, sans discours, sans caméra officielle. Ces éléments ne réfutent pas entièrement l'argument du calcul politique, mais ils réduisent de façon significative l'hypothèse d'une opération orchestrée. Ils montrent surtout
que l'acte, quel que soit son impact ultérieur, prend naissance dans une situation intime, tendue et non planifiée, où la parole donnée l'emportait clairement sur toute logique de communication. Car au milieu des analyses contradictoires, des critiques venues de l'étranger et des éloges circulant sur les réseaux, un événement discret mais décisif modifia l'élan général. La diffusion d'une courte vidéo filmée par un voisin depuis une fenêtre donnant sur la cour de la famille d'Ismaël. On y voyait Ibrahim Traoré, non pas en chef d'État entouré de conseillers, mais assis simplement sur une chaise basse, la tête légèrement inclinée, écoutant une mère incapable de contenir ses sanglots. L'absence totale de mise en scène donnait à ces images une force que nul communiqué n'aurait pu produire. Ce fragment de réalité, à peine une minute, créa un renversement inattendu. Les débats idéologiques s'éclipsèrent au profit d'une question plus simple. Comment un geste aussi intime avait-il pu traverser le pays avec une telle intensité émotionnelle ? Les témoignages de soldats commencèrent à affluer, certains confirmant que cette attitude n'était pas exceptionnelle mais cohérente avec ce qu'ils avaient vu sur le terrain. La révélation ne résidait donc pas dans la vidéo elle-même, mais dans la prise de conscience collective. Si un acte privé pouvait émouvoir autant, c'est qu'il révélait quelque chose de fondamental sur la manière dont on percevait désormais la relation entre pouvoir et responsabilité. Les répercussions concrètes de l'épisode furent visibles dans 4 sphères distinctes: les soldats sur le terrain, les familles de militaires, la population civile, et enfin l'environnement régional déjà fragilisé par l'instabilité chronique du Sahel. Selon pour les soldats, dans les casernes comme dans les postes avancés, la vidéo et les récits de la visite d'Ibrahim Traoré eurent un effet immédiat. Les commandants constatèrent un changement d'attitude pendant les briefings, moins d'hésitation, davantage d'attention, un sentiment nouveau de légitimité dans les ordres reçus. Plusieurs unités rapportèrent aussi que les volontaires, pour les patrouilles les plus risquées, se manifestaient plus tôt qu'à l'accoutumée, phénomène cohérent avec les données observées après la mort d'Ismaël. L'idée que le président lui-même honorait ses promesses créa une dynamique inverse de la lassitude habituelle, une forme de stabilité émotionnelle dans un environnement où tout vacille. Selon pour les familles de militaires, la visite transforma la perception du sacrifice. Habituellement, les familles reçoivent des annonces officielles qui, bien que formelles, ne répondent pas aux besoins humains essentiels. Comprendre que la vie perdue avait une valeur réelle aux yeux de ceux qui commandent. Le geste d'Ibrahim Traoré, répété et commenté dans tout le pays, fit émerger une idée rare. Un soldat tombé n'était pas un numéro ni un nom sur une liste. Selon pour les proches d'Ismaël, la reconnaissance du président ouvrait un espace de deuil plus solide, mais pour d'autres familles, elle éveillait un espoir nouveau, celui que leur fils, s'il tombait, ne serait pas effacé dans l'anonymat militaire pour la population civile. Les civils, souvent éloignés des zones de combat mais constamment exposés aux tensions socio-économiques, réagirent avec une intensité surprenante. Dans les marchés et les quartiers populaires, on évoquait la scène comme un rappel que le pouvoir pouvait encore être incarné avec humanité. La confiance dans les institutions, habituellement basse dans les périodes de conflit, sembla gagner quelques points symboliques. Plusieurs associations locales affirmèrent que les jeunes discutaient davantage du rôle de l'armée, non plus uniquement comme une force lointaine, mais comme un corps composé de fils du pays dont la valeur était reconnue publiquement. Pour l'environnement régional, au-delà des frontières, la scène fut commentée dans les cercles diplomatiques et les médias africains. Plusieurs analystes signalèrent que le geste compliquait les récits habituels dépeignant les dirigeants du Sahel comme détachés ou autoritaires. Ibrahim Traoré apparaissait soudain comme l'exemple d'une posture différente, potentiellement inspirante pour d'autres États confrontés aux mêmes défis sécuritaires. Certains observateurs ajoutèrent même que cette perception renouvelée pouvait renforcer la coopération régionale informelle, car un dirigeant perçu comme proche de ces hommes incarne aussi, sur le plan international, une autorité moins vulnérable aux critiques sur le plan moral. Ces 4 niveaux d'impact dessinèrent un paysage émotionnel, social et stratégique plus dense qu'on ne l'aurait imaginé après une simple visite privée. C'est ici que le véritable poids de la promesse d'Ismaël commença à dépasser la seule tragédie individuelle pour influencer, même légèrement, la trajectoire d'un pays entier. Les mois suivant l'épisode d'Ismaël virent se dessiner 3 trajectoires possibles pour le pays, chacune reposant sur la manière dont l'armée, la société et les institutions
absorberait la charge symbolique de la promesse tenue par Ibrahim Traoré. Ces scénarios ne sont ni prophétiques ni tranchés, ils synthétisent simplement les dynamiques observables au moment des faits, ainsi que les limites structurelles du contexte sécuritaire. Dans cette hypothèse, l'élan émotionnel généré par l'acte présidentiel se transforme en discipline durable. Les soldats continuent à maintenir un niveau d'engagement élevé, les familles perçoivent plus nettement la valeur accordée à leurs proches, et les civils nourrissent un regain de confiance minimale mais réelle envers les institutions. Ce scénario suppose toutefois que les opérations militaires restent relativement stables, sans dégradation majeure des fronts ni rupture logistique. Il offrirait une amélioration lente, irrégulière, mais perceptible du moral national. Il se produit lorsque l'effet Ismaël devient un catalyseur social. Les centres de recrutement continueraient d'attirer davantage de jeunes, l'armée renforcerait sa cohésion interne et certains corridors vulnérables pourraient être sécurisés plus efficacement. Une partie de la population, encouragée par l'image d'un chef présent sur le terrain, pourrait participer davantage aux initiatives communautaires de vigilance. Sur le plan extérieur, ce climat positif pourrait consolider les partenariats régionaux déjà existants. Mais ce scénario repose sur un facteur clé, la capacité à maintenir une communication transparente autour des pertes sans laisser l'émotion se dissoudre dans la routine. Ici, la charge symbolique s'érode rapidement. Les groupes armés intensifient leurs offensives, les pertes augmentent et l'acte présidentiel apparaît progressivement comme une exception impossible à répéter pour chaque soldat tombé. Les critiques internes réapparaissent, certains accusant les autorités de s'appuyer sur la dimension humaine sans proposer les réformes structurelles nécessaires. Les familles, d'abord touchées par la visite d'Ibrahim Traoré, pourraient ressentir une déception douloureuse si elles estimaient que la promesse d'attention ne s'appliquait plus à d'autres. Ce scénario n'est pas le plus probable, mais il rappelle que la symbolique seule ne peut compenser indéfiniment la dureté d'un conflit prolongé. Dans ces trois cas, une même question demeure. La force d'un geste suffit-elle à modifier l'inertie d'un pays en guerre ou n'est-elle qu'un éclair dans une tempête plus vaste? La réponse dépendra moins de l'émotion initiale que de la capacité collective à la transformer en action cohérente. Pour comprendre ce que cette histoire provoqua réellement chez ceux qui la découvrirent, il faut regarder trois cercles. Les jeunes, les familles et les travailleurs ordinaires dont le quotidien est rythmé par l'instabilité, mais aussi par l'espoir têtu d'un avenir meilleur. Chez les jeunes, la réaction fut immédiate. Nombre d'entre eux virent dans la scène entre Ismaël et le président un miroir de leurs propres doutes, la peur de s'engager, la question du sens, la place qu'ils occupent dans un pays qui attend beaucoup d'eux. La présence d'Ibrahim Traoré au chevet du soldat leur donna l'impression qu'une génération entière, trop souvent qualifiée de sacrifiée, retrouvait une part de dignité. Selon pour les familles, l'épisode réveilla quelque chose de profondément humain. Qu'elles aient ou non un proche dans l'armée, elles comprirent instinctivement ce que signifiait le geste, un dirigeant prêt à assumer la charge émotionnelle que d'autres délèguent à la bureaucratie. Cette reconnaissance silencieuse fut interprétée comme un antidote, même fragile, à la peur quotidienne de perdre un enfant, un frère ou un parent. Enfin, pour les travailleurs ordinaires, cultivateurs, commerçants, chauffeurs, artisans, l'histoire prit une dimension inattendue. Ils se virent rappeler que derrière les décisions politiques existent des vies concrètes et que ces vies peuvent encore toucher ceux qui gouvernent. La scène créa un espace où la souffrance collective pouvait être partagée sans cynisme, où un simple moment de vérité humaine replaçait le pays dans une communauté de destin. Dans ces réactions diverses mais convergentes, un fil commun apparaissait, l'impression que quelque chose d'authentique était encore possible, même au milieu d'une guerre difficile et d'une époque saturée de méfiance. Pour que l'élan né de la promesse faite à Ismaël ne reste pas une parenthèse émotive, plusieurs étapes concrètes doivent être envisagées. Il ne repose ni sur des miracles ni sur des transformations immédiates, mais sur une structuration progressive des pratiques déjà observées sur le terrain.
5 axes apparaissent comme les plus plausibles: formaliser la reconnaissance individuelle. Il s'agirait de systématiser sans lourdeur administrative un protocole de transmission des derniers messages des soldats blessés gravement. Cette procédure, déjà incarnée par Ibrahim Traoré dans le cas d'Ismaël, aurait pour effet d'ancrer la valeur personnelle de chaque combattant au cœur de la chaîne hiérarchique, renforcer les unités de soutien moral. Plusieurs officiers ont signalé que l'impact émotionnel positif se prolongeait lorsque l'encadrement local relayait les gestes symboliques. Créer de petites équipes dédiées à la cohésion psychologique pourrait stabiliser cette dynamique dans les zones les plus isolées. Améliorer les circuits d'information opérationnels. La hausse des signalements spontanés montre que les soldats répondent davantage lorsque la confiance augmente. Des outils plus simples, mieux distribués, Djourani pourrait multiplier ces retours essentiels pour anticiper les risques. Documenter et partager les bonnes pratiques. Sans publicité, certaines unités ont déjà expérimenté de nouveaux modes d'organisation nés du sursaut moral post-Ismaël. Les centraliser permettrait d'éviter que ces efforts restent dispersés ou éphémères. Établir un cadre d'écoute régulier entre dirigeants et troupes. Il ne s'agit pas de visites spectaculaires, mais d'échanges programmés où les retours des soldats influenceraient réellement les décisions logistiques. Ce lien, esquissé lors de l'intervention d'Ibrahim Traoré, pourrait devenir un pilier durable de la conduite opérationnelle. En mettant en œuvre ces étapes, le pays transformerait une émotion collective en capacité réelle d'agir. Lorsque l'on revient à l'image fondatrice, celle du président assis dans la petite maison d'Ismaël, entouré d'objets simples et de silences lourds, on comprend que cette histoire n'a jamais été une démonstration de force. C'était une rencontre fragile, humaine, presque nue, où un chef d'État déposait pour un instant le poids de ses responsabilités afin d'honorer la parole donnée à un jeune homme de 23 ans. En regardant la mère d'Ismaël serrée contre elle, l'insigne remis par Ibrahim Traoré, on mesure que l'essentiel ne réside pas dans le geste en lui-même, mais dans ce qu'il révèle, la possibilité, même dans la tourmente, d'une fidélité qui ne s'achète pas et ne se décrète pas. Ce moment, relayé de bouche à oreille, est devenu une sorte de point de repère moral, un rappel que la grandeur ne s'exprime pas seulement sur les tribunes, mais aussi dans les pièces minuscules où des vies basculent. Et si les soldats, les familles et même les sceptiques y ont trouvé une lueur, c'est sans doute parce que cette scène leur offrait une certitude discrète mais tenace. La dignité se reconnaît immédiatement, sans discours et sans décor. Il reste de cette histoire quelque chose qui dépasse les faits, les analyses et même les émotions. La conviction tranquille qu'un pays peut encore se rassembler autour d'un geste juste sans devoir en faire un spectacle. Si l'on partage ce récit, ce n'est pas pour glorifier la guerre ni pour ériger des héros intouchables, mais pour rappeler que chaque vie, chaque promesse tenue peut tracer un chemin différent dans un moment où tant de certitudes vacillent. L'exemple d'Ismaël et la réponse qu'Ibrahim Traoré lui a donnée rappellent que la mémoire n'est pas un simple devoir, c'est un lien entre ceux qui tombent, ceux qui restent et ceux qui espèrent encore. Alors si cette histoire a trouvé un écho en vous, si elle a ravivé une idée du courage, de la loyauté ou de la responsabilité, vous pouvez simplement la transmettre. Non pour convaincre, mais pour ouvrir un espace où l'on discute, où l'on écoute, où l'on s'informe avec respect. Après tout, les récits qui nous touchent le plus sont ceux qui nous invitent à regarder les autres avec un peu plus d'attention.